on a parlé depuis ce matin 11 heures de la veille. Bon, là, on passe au knowledge management, mais là, je me tourne vers Nathalie surtout. Bon, il y a des liens entre les deux. Ah oui, Parce que la veille, gestion des connaissances, tout ça, c'est de l'information à gérer. c'est Quel la lien? même famille. Alors, Oui, c'est la même famille. En fait, quand on fait de la veille, on est habitué à catégoriser de l'information, à la ranger, à la classer. On sait ce que c'est un titre parlant. Et donc ça fait le petit pont avec le knowledge management. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le knowledge management, qui en ont juste un petit peu entendu parler, en fait par rapport à la veille on gère de l'information qui peut provenir de différents services quand on est dans une entreprise, mais aussi qui vient de l'extérieur. On la masse, on la classe, on la diffuse. Dans le knowledge management, on va uniquement travailler avec la matière qui est produite par les différents collaborateurs de l'entreprise et ils vont utiliser cette matière pour eux-mêmes en fait. Donc on va par exemple aider travailler sur une équipe qui va produire des Word, des PowerPoint, des présentations, peut-être qu'ils auront des visuels aussi. Et ils vont avoir en premier lieu, ils vont stocker ça sur un répertoire commun. Le stade suivant, c'est de dire, on va essayer de mettre ça dans un conteneur qui va pouvoir être interrogé et utilisé par la direction et par toute l'entreprise. Et ainsi de suite. Et chaque équipe, au fur et à mesure, fait la même chose, ce qui fait qu'après, on se retrouve avec une grosse base de connaissances et qui peut être utilisée par tous les acteurs de l'entreprise. Donc l'objectif de tout ça, c'est de ne pas répéter des informations X fois, par exemple d'avoir des documents pour les nouveaux arrivants qui soient toujours les mêmes, d'avoir des process qui sont X fois répétés, mais de pouvoir capitaliser sur ce qui est fait par les différentes équipes et qui représente au final toute la richesse de l'entreprise. Il y a un autre point aussi du knowledge management qui consiste à mettre à disposition toute l'information qui peut être utilisée par des centres de services ou des gens qui répondent au téléphone. Vous avez déjà certainement dû appeler peut-être parce que votre smartphone avait un problème. La personne qui vous répond au téléphone a à sa disposition une base de connaissances avec de l'information qui est stockée, constamment mise à jour et qui explique les process, les questions qu'il faut poser, etc. Dans le knowledge management, on englobe aussi couramment tous les process d'accueil des nouveaux arrivants, en tout cas tout ce qui est l'organisation et le stockage de l'information. Et plus quand on est du côté industrie, il y a aussi beaucoup tout ce qui est les REX, les retours d'expérience par rapport à des pratiques et pour éviter la déperdition du savoir. d'accord, bah écoutez, oui, c'est vrai qu'il y a différents cas d'usage, on y reviendra un tout petit peu après. Mm. Mais alors, vous savez, chez Archimag, on parle assez régulièrement du knowledge management. Oui, Et alors, j'ai l'impression quand même que depuis quelque temps, on va dire depuis 3-4 ans, le sujet revient sur le devant de la scène et quand même de plus en plus pris au sérieux par les entreprises, certainement parce qu'elles se sont débarrassées d'outils où elles stockaient de l'information un peu obsolète et que le collaboratif a pris le pas, etc. Donc là, je me tourne vers vous tous les deux, parce que vous avez chacun une vision différente. C'est comment vous sentez que ce sujet est abordé aujourd'hui par les entreprises? Est-ce qu'elles le prennent plus au sérieux aujourd'hui qu'auparavant? Alors Nathalie, peut-être pour commencer, et après. alors, c'est pas qu'elles le prennent plus au sérieux, c'est qu'effectivement, on a aujourd'hui des outils qui sont moins des outils de niche, comme on peut l'avoir parfois pour les logiciels documentaires. Et du coup, ça ouvre les yeux aux entreprises, aux collaborateurs qui se disent, tiens, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Ce qui se passe après, c'est que il faut leur expliquer comment on fait et pour pas que ça soit un petit peu du grand n'importe quoi, mais ça, la démocratisation des outils, il fait énormément et c'est vrai qu'aujourd'hui, on sent que les choses frémissent un peu plus qu'avant. Constant, vous êtes d'accord avec ce constat? Je trouve qu'elle était excellente, Nathalie.
mais c'est tout ce qu'elle a dit jusqu'à maintenant, je partage à 100%. Je rajouterais une chose, c'est qu'en fait, il y a une prise de connaissance, un éveil sur la différence entre la connaissance et le savoir-faire. Je dis savoir-faire, c'est la connaissance qui va nous permettre de faire, de décider, d'être en musique, de prendre des décisions plus ou moins importantes. Et pour les entreprises, ce qui devient de plus en plus important, c'est comment est-ce qu'on aide l'utilisateur à prendre la bonne décision au bon moment sans risque de se tromper et sans passer trop de temps à fouiller dans des bases de données, d'informations qui vont lui faire perdre du temps in fine. Donc, cette notion de prise de conscience du savoir-faire, en anglais, on parle de actionable knowledge. Hein, c'est cette connaissance qui me permet de prendre des décisions et d'agir. Ouais, je comprends. Alors, il y a peut-être un travers quand même à tout ça, c'est que finalement, on a tous l'impression de faire du knowledge management avec nos drives, nos bases de données, nos digital workplace, etc. En gros, la question que je vous pose, c'est est-ce qu'on peut faire du knowledge management sans une solution dédiée ou avec un SharePoint, avec une GED ou une plateforme collaborative? Pour moi, oui. En tout cas, en première intention, oui. Parce que on part la plupart du temps de situations qui sont tellement loin d'être optimales qu'il y a énormément de choses à faire. Et ne serait-ce qu'un SharePoint qui gère uniquement des pièces jointes, il y a énormément à faire sur l'organisation, sur les libellés, pour qu'ils soient univoques, pour qu'ils soient qu'on puisse exactement savoir avant même de cliquer sur quelque chose qu'est-ce qu'on va trouver dedans. Donc oui, on peut commencer par ça. Il y a énormément d'enjeux aussi par rapport à l'actualisation de l'information, comme le disait Constance. Si on veut prendre la bonne décision au bon moment, il faut absolument gérer ces ressources. Et ça, c'est un énorme enjeu du knowledge management. Et c'est vrai que les professionnels peuvent orienter et conseiller sur les meilleures façons de faire pour éviter d'avoir des trous dans la raquette le moment venu. Alors, moi là, par contre, je partage pas à 100%. Bah, c'est normal, mais c'est normal. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des clients qu'on a ont des SharePoint, ont des répertoires, des bases de données. C'est clair, c'est mieux que rien. Mais lorsqu'on a 22 millions de documents et de pages dans une base de données à SharePoint et que l'opérateur ou un ingénieur est face à une problématique, ça ne va pas beaucoup l'aider. Donc aujourd'hui, on a besoin d'outils qui sont capables d'analyser tout ceci rapidement en quelques secondes, que la connaissance vienne vers l'opérateur plutôt que l'opérateur aille la chercher. Donc, de quoi ai-je besoin pour prendre une décision ici, maintenant? Aujourd'hui, l'informatique est capable de dire, OK, pour prendre cette décision, voilà les deux informations, les deux connaissances dont tu auras besoin et je te les apporte illustrées avec des procédures, tout ce qu'il faut derrière cela. Donc, je pense que ça, comme utiliser des SharePoint, c'est bien, c'est comme on va utiliser des calculatrices pour faire des calculs, des analyses budgétaires. Mais aujourd'hui, en 2023-2024, il y a des outils qui sont extrêmement plus performants pour arriver à faire du knowledge management avancé de pointe. C'est sûr, tout dépend de la taille de la structure, effectivement. Oui, c'est vrai. Oui, voilà. Pour résumer, on peut dire que voilà, c'est un bon début, comme vous disiez, Nathalie. C'est un bon moyen d'entrer dans ce domaine-là. Mais après, on s'aperçoit rapidement que si on a une masse d'informations trop importante, on peut pas en faire ressortir toute la saveur et tout ce dont on a besoin. Alors, si on s'intéresse maintenant au knowledge manager, juste quelques instants, c'est quel type de c'est quel type de personne, quel type de fonction? Est-ce que c'est quelqu'un qui est isolé au sein de ces entreprises, ces organisations qui travaillent tout seul? Comment vous le voyez l'un et l'autre? Parce que ce sont... Vous, alors, Nathalie, vous l'êtes. Moi, je le suis, donc... Alors, nous, ce qu'on remarque, on travaille pas mal avec les industriels, c'est que c'est bien d'avoir une personne qui coordonne, on peut l'appeler knowledge manager, mais on se rend compte de plus en plus qu'en fait, le knowledge est de plus en plus décentralisé. C'est-à-dire que chaque département, la qualité, la production, la maintenance, chaque département aura des
des utilisateurs clés qui vont faciliter l'acquisition de ces connaissances et la diffusion de ces connaissances au sein du département lui-même. Donc, et là encore, l'outil va beaucoup aider parce que le but ici, ce n'est pas de simplement amalgamer de la donnée et des documents, mais c'est de l'analyser, la comprendre et la rendre utile à qui on aura besoin au bon moment. Oui, alors c'est vrai qu'en fonction des structures et de la taille des différents départements, moi aussi je travaille, quand c'est un gros département, effectivement j'ai un correspondant local qui fait l'intermédiaire. Ce qui est très important aussi, c'est d'avoir encore plus des éléments moteurs. Et le souci auquel on se heurte, c'est que en fait, la plupart du temps, on va avoir une personne qui va faire des mises à jour et les autres rien. Donc ça va retomber, beaucoup de choses qui vont retomber sur une personne, ou alors on va donner cette tâche à des alternants. Voilà. Et le gros souci, c'est de faire prendre conscience à tout à chacun de l'importance de cette démarche, parce qu'après, toute personne qui dépose de l'information en recherche aussi. Donc, si je ne dépose pas, c'est aussi compliqué pour moi d'aller déposer des choses ou de mettre à disposition une information pour qu'elle soit directement assimilable. Et après, moi, il m'arrive aussi d'être directement dans les équipes aussi. C'est ce que je fais, par exemple, actuellement avec quelques équipes. Ça dépend des cas de figure. Alors, isolé, c'est vrai que les knowledge managers, on est rarement une grosse équipe de winners avec une vingtaine de personnes qui peuvent se déployer. On fait tout ce qu'on peut pour trouver des relais, pour motiver les gens, des communautés, etc. Mais c'est vrai que les entreprises ont parfois encore un petit peu du mal à dire qu'on va investir dans un knowledge management. Il y en a beaucoup qui font appel à des prestations de services pour ce rôle-là. D'accord. D'ailleurs, vous vouliez dire quelque chose, Constant? Non? En fait, c'est vrai que là où les entreprises avec lesquelles on travaille, en général, tout le monde, tout employé contribue au knowledge tous les jours. Et offrir un système qui permet sans effort à capturer et à partager du knowledge, de la connaissance, c'était le challenge qu'on s'était donné et qui aujourd'hui bénéficie à beaucoup de nos clients parce que c'est une chose que d'avoir de la documentation, ça c'est du knowledge qui a été documenté, mais 80% du savoir il est tacite. Et l'aptitude d'aller chercher ce savoir et le rendre disponible de manière très simple à tout le monde, c'est le genre de challenge qu'on relève avec nos clients. D'accord. D'ailleurs, oui, c'est ce que je voulais ajouter, que je crois qu'il existe plusieurs associations de knowledge managers, hein, pour ceux qui nous écoutent et qui sont dans cette histoire de ne pas rester seul, à la limite, d'échanger autour de bonnes... Aussi, voilà. Qui existent. Oui, bien sûr. Et donc, ces associations, elles sont de différentes tailles où elles s'adressent à différents publics. Oui, il y a des associations. Oui, il y a une association qui est plus pour on va dire des profils, pour on va dire pas mal de TPE. Et il y a une association qui, elle, a surtout à faire avec dont les adhérents sont surtout des grands groupes. D'accord. Voilà, mais après, même via la DBS, voilà, il est possible d'avoir des contacts et de ne pas se retrouver tout seul. Mais voilà, la profession est quand même un petit peu structurée. Oui. Alors, on a parlé, enfin, Nathalie, vous avez parlé de différents cas d'usage, vous parliez de la résolution de problèmes dans les centres de services. Alors, si on fait un petit panorama des différents cas d'usage possibles, Nathalie et Constant, il y a quoi d'autre dans tout ça? Vous parliez des RH, résolution de problèmes, qu'est-ce qu'on peut citer d'autre? Alors, nous, on est vraiment très focalisé dans la résolution de problèmes, comme offrir une plateforme, un outil qui permet à l'utilisateur de prendre la bonne décision au bon moment et adresser ses problèmes. Alors, les cas d'usage, il y en a plusieurs. Je vais vous donner un qui est dans le cas du Covid, avec la région Grand Est.
où il y avait des millions, en tout cas plusieurs dizaines de milliers de documents chargés venant de tout horizon, y compris des lobbies, et répondre à la question, c'est quoi le 20% de problèmes qui vont toucher la région, qui vont avoir 80% d'impact sur la région. Ça, c'est le genre de choses qu'un outil de knowledge management devrait pouvoir répondre. C'est-à-dire que l'utilisateur va charger les données, va charger les documents, et l'analyse et l'IA va permettre de répondre à des questions aussi complexes que, sur la base de tous les documents que j'ai chargés, je les ai lus, j'en déduis que voici les 20 problèmes qui auront 80% d'impact sur la région, et voici les 5 solutions qui, si on les mettait en œuvre, qui vont avoir un impact important sur les problèmes qui ont été cités. Ça, c'est là où la technologie nous amène aujourd'hui. Hein, et concrètement, ça c'est un projet qu'on a fait pour le Covid. On en a encore fait récemment encore pour la région où en fait les stratégies régionales, la région Grand Est a récupéré les stratégies régionales de toutes les régions de France et aussi des autres pays, y compris non européennes, et poser la question à PIC de dire, tiens, sur l'ensemble de ces stratégies régionales qui chacune faisait plusieurs centaines de pages, c'est quoi les 20% des évolutions et des risques qui vont toucher l'Europe et la France, et c'est quoi les X% de solutions que d'autres personnes ont trouvées qu'on peut mettre en œuvre. Tout ceci, c'est la gestion de la connaissance et du savoir-faire. Le but n'est pas d'indexer et trouver les mots-clés. Le but, c'est de dire, tiens, sur l'ensemble de ces documents, sur l'ensemble de ces connaissances, voici comment est-ce que chaque élément est interrelié. Voici les solutions qu'on pourrait mettre en œuvre, et ceci automatiquement. Ce qu'ils ont fait, puis après je vais m'arrêter de la parole à Nathalie, ce qu'ils ont fait, c'est que une fois que cette analyse a été faite, un grand cabinet de conseil a été recruté, je ne vais pas donner leur nom, pour faire la même chose en plusieurs mois. Alors du coup, il y avait des différences entre ce que le cabinet disait et ce que PIC a trouvé. Et on a donné les deux rapports, le rapport du cabinet et le rapport qui était dans PIC, et on a demandé au logiciel de comparer les différences. Qu'est-ce que les cabinets de conseil disent qu'on n'a pas retrouvé dans les documents, les stratégies régionales, et qu'est-ce qu'on retrouve dans les stratégies régionales que les cabinets ne disent pas. Croisez tout ceci pour voir là où il faut vraiment se focaliser. Donc, je vous donne ces exemples pour vous montrer à quel point la technologie aujourd'hui est capable de nous amener au-delà de chercher des mots et classer des documents et des paragraphes et des concepts et des idées, aller vers ce qu'on appelle actionable knowledge, la connaissance qui nous permet de prendre des décisions stratégiques et importantes. Nathalie, vous voulez apporter... dans les équipes avec lesquelles je travaille actuellement, il y a beaucoup de mise à disposition de process, savoir comment faire une démarche, savoir aussi à quelle personne je dois m'adresser pour tel sujet. Ça peut être aussi un petit peu d'alimenter des pages d'une manière collaborative. C'est-à-dire qu'il y a une équipe qui va apporter un bout, une autre équipe qui va apporter un autre bout. Des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on a encore? Ça peut être la mise à disposition un petit peu comme sur un intranet d'un document qui va être utilisé par l'ensemble d'un département, et chaque département, chaque équipe va apporter sa petite pierre au document, et finalement il sera réalisé en entier. Il peut y avoir des petites choses comme ça du quotidien qui aident énormément. C'est intéressant ce que dit Nathalie, parce que je m'excuse, Eric. Non, mais... Cette notion de trouver ce que nous on appelle les key opinion leaders, les leaders d'opinion, c'est aussi quelque chose que l'IA, aujourd'hui, on met en œuvre automatiquement. Ça veut dire que sur les milliers de documents analysés, être capable de automatiquement identifier qui a le savoir et le savoir-faire, et mesurer la quantité de savoir-faire qu'il a, pour mettre en relation les personnes par rapport à un projet. Tiens, tu veux faire ce projet-là. Tiens, Marie ou Jacques a X expérience sur ce domaine-là, et il pourra être d'une aide utile. Et autre chose, c'est aussi, excuse-moi Nathalie. Nathalie parlait de onboarding, hein, c'est-à-dire que quand on recrute quelqu'un, comment réduire jusqu'à 60% le temps d'onboarding, être capable de lui dire, tiens, si tu rencontres un problème, tu peux prendre ton téléphone portable, t'exprimer, et qu'automatiquement, on va retrouver les retours d'expérience des personnes qui ont eu le même genre de problème
on va retrouver les personnes qui pourront t'aider et on va te présenter une procédure qui te montre étape par étape comment faire ce qu'il y a à faire. Et si tu as des questions, ben, tu peux aussi utiliser l'interface pour poser des questions et les responsables vont recevoir ces questions et interagir avec toi de manière assez libre et collaborative. Donc, tout ceci, on est vraiment dans le monde de la gestion de la connaissance, du savoir-faire, c'est au-delà de la gestion purement des connaissances et des documents et un intranet qui va interagir avec des gens pour partager des informations. Oui, après, il faut avoir d'abord alimenter tout ça et faire qu'on peut arriver à tout ça. Et le fait d'avoir un knowledge manager ou en tout cas une personne qui a une vue au-dessus de tout ça peut permettre aussi de voir là où il y a des manquements, voir aussi s'il y a des secteurs, des sujets qui dorment un petit peu, faire en sorte de dynamiser, enfin de surveiller qu'il n'y a pas des sujets qui disparaissent ou qui sont plus alimentés et donc se demander pourquoi ça on n'en parle plus. Et il y a, qu'est-ce que je voulais dire aussi, il y a aussi tout ce qui va concerner la diffusion, parce que souvent on a dans les structures, on a cette grosse base de connaissances, on sait qu'on peut aller interroger la Bible, mais dans le knowledge management, il y a tout ce qui concerne la vie de l'information. Et notre métier, c'est aussi faire en sorte de dire aux gens, vous savez, ça existe, ou il y a ci, ou il y a ça. Parce que parfois, les gens ont tendance à rester un petit peu enfermés dans leur bulle. Ils ont tendance, le gros défaut aussi, c'est de se dire, ah tiens, je ne sais pas faire telle chose, donc je vais faire un document pour mon équipe. Ben non, d'abord ton réflexe, ça doit être de dire est-ce que ce document existe, est-ce que je peux le trouver, est-ce que ce document a des trous, alors on va les combler, et pas de toujours recréer des choses dans son petit coin. Et ça, on lutte un petit peu tous et toutes contre ce travers qu'on a un petit peu. Alors, je pense que le travail du knowledge manager, il sera toujours là. Je pense qu'il va évoluer. Très franchement, il est condamné à évoluer. Nous, non seulement on développe, mais on a aussi des laboratoires de recherche qui font de la recherche sur l'IA. On développe nos propres réseaux neuronaux. Ce qui est dans les tuyaux actuellement me font dire que le travail du knowledge manager doit évoluer, est condamné à évoluer. Le vrai challenge, c'est de comprendre quelles sont ces évolutions et comment ça va. Quelle orientation prendre? Et pour revenir sur ce que disait Nathalie, typiquement aujourd'hui, beaucoup de nos clients, lorsqu'un utilisateur cherche un savoir, il n'a plus besoin de savoir dans quel document c'est. Il a un problème, il exprime son problème. Et c'est l'IA et le système qui va chercher le document, qui va aller à la bonne page, au bon paragraphe, extraire la solution automatiquement pour que la personne puisse avoir cette solution sur son téléphone portable. Voilà où on en est aujourd'hui. Alors, dans ce contexte-là, quelles sont les nouvelles perspectives du travail du knowledge manager? Il y en a plusieurs. Il faut en prendre conscience, parce que le monde va changer, il est en train de changer, il est condamné à changer. Il faut en prendre conscience et on essaie de rendre les gens consciencieux de cela. Ah, vous allez pas assez loin dans les évolutions là, parce que alors là, qu'est-ce que vous voyez comme évolution? Est-ce que le knowledge manager, ça va être celui qui va être garant des règles justement de peut-être de nommage ou d'indexation des documents pour pas avoir à créer un animateur de communauté? En fait, comme je disais, il y aura des communautés d'expertise. Aujourd'hui, un knowledge manager ne peut pas avoir, les connaissances évoluent tellement vite que ce sera impossible qu'un knowledge manager tout seul fédère cela. Et comme je vous disais, il y a beaucoup de connaissances, 80% du savoir-faire, il est tacite. Lorsque les personnes vont à la retraite, ils partent avec. Et donc, tout ceci, il faut mettre en place un système qui va, comment faire pour exploiter cette connaissance tacite de manière intelligente, pour la mettre à disposition des gens, comment faire pour former les gens et accompagner les gens à sécuriser cela, comment faire pour utiliser ces nouveaux outils pour recruter en utilisant le knowledge. Je vous donne un exemple concret, pour
Vous imaginez, sûr, oui. quelqu'un part à la retraite, ça fait 20 ans qu'il travaille pour la maison, il a beaucoup de connaissances tacites. Si cette connaissance tacite a été régulièrement utilisée, on est capable de construire ce qu'on appelle un knowledge map, une cartographie des connaissances de cette personne. Et on est capable d'identifier c'est quoi les 20 problèmes les plus importants sur lesquels la personne a travaillé. Dans le cas du recrutement, on est capable aussi d'extraire ces 20 problèmes et les présenter à la nouvelle recrue pour leur demander comment est-ce qu'eux ils résolvaient ces problèmes. Le logiciel est capable d'analyser les réponses des personnes et voir les personnes qui auront donné des réponses qui auront le plus d'impact sur l'entreprise. Et ce sont ces personnes-là qui sont recrutées. Donc, on est au-delà de simplement interviewer, on présente de la connaissance, on présente des problèmes, l'IA analyse les réponses pour voir quelles sont les réponses les plus pertinentes par rapport au domaine et à la société pour orienter les personnes sur les meilleurs candidats. Donc, il y a des nouveaux métiers qui vont se faire. Là, je vous donne juste un petit exemple, mais il y a des nouveaux métiers qui vont se faire où le knowledge manager peut avoir un rôle clé, pertinent pour cette transformation. Je ne sais pas si on peut dire transformation digitale, mais cette transformation qui est aux portes, en fait. Oui, alors, si je peux me permettre, on ne va pas faire peur à tous ceux qui nous écoutent. Le knowledge management n'est pas encore dans nos smartphones pour tout le monde. Il y a encore des tas et des tas d'entreprises qui essayent d'avoir un SharePoint et c'est déjà magnifique pour eux. Mais oui, évidemment. Après, en ce qui concerne l'utilisation de l'IA, je pense qu'on est encore un petit peu au début et je pense qu'il va falloir certainement, voilà, l'IA peut aller chercher des tas d'informations. Encore faut-il avoir qu'elle puisse gérer tout ce qui est les synonymies entre les mots, entre tout ça. Donc, je pense que voilà, il y a du travail et il va falloir effectivement ajuster plutôt nos outils pour qu'ils puissent utiliser l'IA au mieux. Mais justement, Constant, on s'était rencontré il y a 2 ans sur Documation et vous nous aviez déjà partagé l'importance de l'IA dans votre plateforme. En 2 ans, c'est quoi les progrès qui ont été faits justement par votre plateforme et par l'IA? Quelles possibilités ça ouvre et ça offre aujourd'hui? Ce que dit Nathalie déjà est intégré, le fait que dans une entreprise PME ou une grande, peu importe, il peut y avoir des vocabulaires de l'ontologie spécifique. Ça, c'est intégré. La possibilité de travailler dans n'importe quelle langue avec traduction automatique en temps réel. La possibilité de non seulement gérer du texte, mais aussi gérer des voix, des vidéos et les analyser pour en extraire du savoir. Tout ceci, c'est des choses qui sont aujourd'hui existantes. Et en plus, pour certains de nos clients, l'IA s'adapte à la culture de l'entreprise. Ce n'est pas du chat GPT qui va sur Internet. On est capable aujourd'hui de dire qu'il y a un IA personnalisé pour l'entreprise qui va s'adapter aux 50 années d'existence de l'entreprise, à ses hauts et ses bas, à ces personnes qui ont eu beaucoup de savoir et qui les ont laissés localement. Et donc, tout ceci, c'est des choses aujourd'hui qui existent. Dernier point, c'est qu'en plus de cette base de IA, on va aussi maintenant chercher des données numériques. Ça veut dire savoir que face à une machine qui a une fuite d'huile, c'est important de connaître la solution si je suis face à une fuite d'huile. Ce serait encore mieux qu'on me dise, tiens, voici la pression de l'huile depuis les 5 derniers jours et que si ça continue comme cela, dans 10 jours, ce ne sera pas une fuite d'huile qu'on aura, ce sera tel problème qu'on aura et voici la solution qui sera disponible. Donc, la possibilité de connecter des informations documentaires tacites et des informations numériques capturées en temps réel sur des systèmes transactionnels ou bien des robots. De l'IoT ou trucs comme ça. Voilà où on en est aujourd'hui. Donc, on n'est pas en train de le construire. Ça, c'est de déployer. Nous faisons des recherches sur d'autres sujets qui vont aller encore plus loin. C'est pour ça que je vous disais que les choses vont très, 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 très vite et qu'il faut qu'on en prenne conscience. Il ne faut pas en avoir peur, il faut en prendre conscience parce que c'est le cours de l'histoire, en fait. Oui, alors j'ai l'impression c'est vrai que c'est quelque chose, enfin Nathalie, moi je parle pour moi, qu'on ne mesure pas tout ça, cette capacité à prendre en charge les vidéos, ce qui se dit dans les vidéos, ou des données externes de l'IoT sur des systèmes, je ne sais pas, industriels ou aéronautiques, je ne sais pas. Peut-être que vous avez, Constant, des exemples un peu plus précis, peut-être dans l'industrie, de la manière dont les industriels
intègre tout ça? Alors, dans l'industrie, on a plusieurs cas. Hein. Alors, je vais vous prendre un cas je vais prendre un cas américain ils font des tracteurs, pour ne pas les nommer, ça fait 20 ans qu'ils ont de la documentation autour de cela. Et aujourd'hui, lorsqu'ils utilisent PIC et tapent par exemple panne moteur, PIC est capable non seulement d'afficher les différents types de pannes moteur qu'il y a eu et les causes de ces pannes, mais de se connecter au moteur et mesurer un certain nombre de paramètres, analyser les différents rapports de panne qu'il y a eu depuis les X dernières années pour mesurer l'évolution des coûts de ces pannes-là, tout ceci sur le smartphone de la personne qui est devant, qui exprime avec sa voix panne moteur ou qui prend une photo, et PIC va analyser toute la base de connaissances que l'industriel a pour lui apporter du contexte, des solutions par rapport à la problématique qu'il a. Et là, donc, c'est un mélange de je parle en anglais, en français, en allemand, je trouve des solutions documentées, peu importe la langue, elles me sont traduites, et je me connecte au moteur pour voir quels sont les risques vraiment par rapport à ce que je constate. Donc ça, je vous disais au début, on parle du savoir-faire, la connaissance qui m'aide à prendre des décisions, et pas simplement la connaissance qui m'informe. Être informé, c'est bien, mais être capable de prendre la bonne décision avec cette information, c'est autre chose encore. Oui. Parce que Nathalie, vous, en ce qui vous concerne, votre rôle de knowledge manager, c'est plus une base documentaire, on va dire, classique, entre guillemets? Oui, mais non, il y a aussi le même challenge parce qu'effectivement, les équipes, aujourd'hui, la réflexion arrive au même stade, c'est-à-dire, oui, j'ai mon information statique, mais que me dit le terrain et qu'est-ce que je récupère en face? Et donc, il faut interfacer tout ça, faire des API, c'est pas toujours très simple entre les différents outils, de naviguer entre les différents endroits. Mais c'est aussi de plus en plus ce que je rencontre, d'avoir l'affichage des KPI sur tel ou tel sujet en même temps. Voilà, c'est plus uniquement juste cet aspect documentaire, mais aussi de l'info, on va dire, terrain remonté en temps réel. Donc ça arrive et pour compléter un petit peu, parce que ça devient vraiment aujourd'hui des espaces de travail sur lesquels le collaborateur est vraiment toute la journée. Donc il arrive le matin, c'est la première chose qu'il fait, c'est allumer ou consulter ce genre d'outils. Il ne peut pas faire sans dans une journée de travail. Donc au fur et à mesure, effectivement, il y a un besoin d'agglomérer un certain nombre d'informations pour pouvoir travailler au mieux. Alors, oui, allez-y, Constant. Après, je vous poserai une question, justement. Je vais reprendre un autre exemple. On a un exemple d'un industriel, c'est un responsable de production. Lorsqu'il arrive à 500 mètres de son usine, il a automatiquement sur son téléphone portable tous les problèmes qui sont arrivés à l'équipe de la veille. Il lance la liste de ces problèmes et là, c'est un vrai cas où il y a eu un choc électrique. Et il va prendre une décision. J'ai eu un choc électrique hier soir, qu'est-ce que je fais? Quelle décision je prends? Mais en fait, il va utiliser PIC, il va mettre choc électrique sur humain. Et le but, c'est que PIC analyse dans l'ensemble du groupe, depuis les X dernières années, si une usine, une filiale a déjà eu ce genre de problème et quelles ont été les bonnes pratiques qui ont été mises en œuvre pour prévenir, juguler ou gérer ce genre de problématiques. Et donc, il va le faire, il va trouver des bonnes pratiques catégorisées par pays ou par région. Il va pouvoir prendre la bonne pratique en question et se rassurer de ce qu'il doit faire pour ce cas de choc électrique. Alors, je voulais juste rebondir sur une remarque qu'il y a dans le chat où une personne qui dit que la sensibilisation des collaborateurs à l'importance du partage de connaissances pourrait être efficace si toutefois on arrivait à leur faire comprendre tous les enjeux du KM au niveau individuel et professionnel. Alors ça, je me dis, oui, c'est évident, ça parle à tout le monde. Mais est-ce qu'il y a besoin justement, Constant, que les documents, les données soient structurés au sein de cette fameuse base que vous interrogez pour que ce soit efficace, ou est-ce que je peux mettre du vrac de chez vrac? On peut mettre du vrac de chez vrac, parce que ça fait 15 ans qu'on a travaillé sur des modèles IA qui analysent chaque phrase et l'IA va identifier si la probabilité qu'une phrase dans un document décrive un problème ou une solution.
Ça, c'est 10 années de recherche et de travail sur des millions et des millions de documents où on a appris notre IA avec un certain degré de précision à faire cela. Donc, si c'est structuré, c'est encore mieux. Donc, ça va aller encore plus vite. Mais par rapport à la question d'encourager les personnes à utiliser, en fait, pourquoi est-ce que les gens n'utilisent pas les bases de connaissances? L'exemple que je vous ai donné, si je suis face à une free drill, quelle est la probabilité que le technicien va aller ouvrir une base de connaissances pour analyser la problématique? 0,1%. Il ne va pas le faire. Il va faire confiance à son savoir-faire. Il va appeler un ami pour essayer de résoudre le problème. Et si en plus on lui demande de documenter, mais il ne va pas vouloir documenter parce que si à chaque fois qu'il y a un problème, il faut documenter, impossible. Si maintenant on lui offrait la possibilité de dire, mais tiens, finalement, tu n'as pas besoin de documenter, tu prends une photo, tu parles, c'est enregistré dans le jumeau numérique des connaissances et les liens sont faits automatiquement. Et en plus, si tu le fais, tu trouves éventuellement une solution. Ou en tout cas, si tu as une solution, tu vois les risques de mise en œuvre de cette solution. L'utilisateur gagne du temps en fait. Parce que s'il n'utilise pas PIC, il y a le risque qu'il va taper sur une solution qui a déjà été testée auparavant, mais qui a posé des problèmes plus tard, ou bien passer du temps à rechercher une solution qui existe pourtant là et que le système peut lui apporter très rapidement. Oui, c'est ce qu'on fait. Vous vouliez rajouter quelque chose, Nathalie? Oui, je ne sais pas dans quelle situation se trouve la personne qui a posé la question. Il y a aussi le fait de saisir une occasion. Ça peut être le démarrage d'un projet, ça peut être la mise en place d'un logiciel, ça peut être un projet commun à une équipe, et de se dire, au lieu d'avoir un PowerPoint quelque part, on va faire un OneNote et tout le monde va mettre ses idées sur le OneNote et on va enrichir un OneNote. C'est absolument le degré zéro, mais ça permet à chacun de toucher l'intérêt. Parce qu'on va dire, tu veux rajouter une idée, vas-y, c'est dans OneNote. Tu as une question, c'est dans le OneNote. Pour ce sujet, il n'y a que le OneNote. Et du coup, ça permet de sensibiliser et de comprendre à quoi ça peut servir et l'intérêt. Et après, de s'y mettre un petit peu plus de manière plus structurée. Ça peut être des choses comme ça. Et après, quand il y a vraiment un logiciel qui existe déjà dans l'entreprise, c'est peut-être faire la même chose, mais sur le logiciel existant. L'avantage du knowledge management, c'est qu'on n'est pas obligé de mettre tout de suite en place une grosse industrie et une grosse structure. On peut commencer par un petit sujet, une petite équipe. Et c'est vraiment l'entraînement, la preuve par l'exemple, c'est vraiment propre au knowledge management. On fait très très souvent ça. C'est-à-dire qu'on n'attend pas de dire toute la direction va s'y mettre. Non, il y a une équipe qui veut s'y mettre, hop, l'équipe s'y met. Et puis après, voilà, ça va faire des petits et au fur et à mesure, les gens vont y voir l'intérêt. Je vous vois acquiescer, Constance. Donc c'est le cas aussi auprès de vos clients. On peut démarrer sur un petit périmètre. Comment ça marche? En fait, on démarre en général. On recommande aux clients, s'il y a déjà une base de connaissances SharePoint, comme disait Nathalie, etc., SAP ou autre, en fait, PIC va se mettre au-dessus va se mettre au-dessus et on va analyser automatiquement cette base de connaissances pour construire ce qu'on appelle le jumeau numérique des connaissances. Extraire, analyser les problèmes, les solutions, les interactions pour rendre le savoir-faire actionnable aux personnes. Mais s'il n'y a pas de base de connaissances qui existe, on dit aux gens, attends, vous faites une réunion, le compte-rendu de la réunion, vous envoyez par email, vous mettez PIC en copie, et automatiquement, l'IA va analyser ceci, extraire les problèmes et les solutions dont vous avez parlé, et vous commencez en temps réel à capitaliser déjà, sans avoir de base de connaissances existantes. D'accord. Oui, c'est intéressant tout ça. Alors, il nous reste 2 minutes et Nathalie, moi je voulais vous savoir un petit peu avant qu'on termine, quel était votre quotidien en tant que knowledge manager de BPI France? C'est quoi une journée de travail d'une knowledge manager dans cette entreprise? Alors, ça sera pas une journée, mais un petit résumé d'une semaine, Oui. on va dire. Donc, par exemple, moi, je vais regarder toutes les semaines la liste de tous les documents qui ont été modifiés ou créés.
et je vais regarder les libellés de ces documents, je vais regarder si les tags qui ont été mis ou oubliés. Et du coup, voilà, je vais avoir très souvent, plusieurs fois par semaine, des points avec différentes équipes qui ont de la documentation en cours de restructuration, des rubriques qui sont à réorganiser, des choses comme ça. Là, par exemple, je suis une équipe qui avait rassemblé plusieurs documents dans une seule rubrique. Ils ont fait une grosse fusion et puis c'est resté en l'état pendant 1 an. Donc finalement, aujourd'hui, on se retrouve avec quelque chose qui visuellement n'est pas très exploitable. Je vais aussi aider une équipe qui est composée de plein de gens qui font chacun des petites choses et je vais les aider à communiquer sur toutes leurs réalisations pour mettre en valeur ce qu'ils ont fait et montrer au reste du département ce qui est fait dans cette cellule pour les aider à progresser et justement, comme on disait aussi tout à l'heure, à avoir des nouvelles idées et à se dire tiens, ils font ça, ou tiens, ils travaillent sur tel sujet, ça peut être intéressant, des choses comme ça. Voilà, j'ai aussi des réunions avec l'équipe des veilleurs. Oui, vous voyez, on y revient. Bah oui, voilà, je garde un petit aspect veille dans mon activité. Voilà, et on essaye aussi, moi je fais toujours très attention parce que, comme le dit Constant, il peut y avoir des super systèmes qui donnent des choses sur des téléphones ou des sites web, mais je fais attention aussi à ce que tout ça soit agréable à utiliser, à ce qu'il y ait des couleurs ou des visuels ou qu'il y ait un tout petit peu de mise en page qui soit sympa parce que les systèmes en milieu, c'est vraiment pas drôle. Donc, et des photos si c'est opportun ou des petites images d'illustration ou que certaines choses soient, il y a un effort particulier de mise en forme. Ça aide aussi à l'appropriation par des métiers qui ont un petit peu de difficulté avec tout ça. Très bien. Écoutez, merci. Constant, peut-être le mot de la fin. Est-ce que vous voulez conclure Moi, j'ai trouvé en tout cas super intéressant que vos deux points de vue, d'un côté la casquette de knowledge manager et de l'autre côté celui de, on va dire, expert techno, parce que là, Constant, là, vous avez vendu du rêve. Hein. Moi, je signe tout de suite. Hein. Et j'ai bien compris qu'avec SharePoint ou les drives, finalement, vous n'avez pas de knowledge management efficace. Moi, je dirais que mon quotidien, quand je me réveille le matin, c'est de savoir c'est quoi les 20 problèmes de mon équipe qu'ils ont eu ou qui ont été extraits et analysés de certains documents. Et comme je suis connecté avec certains clients, c'est quoi les 20 problèmes que PIC me remonte que les clients ont eu. Ça peut être des problèmes que disait Nathalie d'interface, d'ergonomie. Et ceci est analysé automatiquement par les tickets. Et donc, chaque matin, j'ai un rapport de les 20 problèmes les plus impactants aujourd'hui, sur lesquels il faut que je me focalise. Et après, je distribue le travail. En tout cas, merci à tous les deux. C'était super intéressant. Et écoutez, je vous dis à bientôt. De toute façon, vos coordonnées, surtout celles de Constance, seront partagées aux participants. Et revoilà Fabien qui va nous conclure cette journée. Oui, je voulais te laisser le temps de finir. Oui, pardon. Au revoir, mais... Au revoir à tous les deux. Merci encore. Hein. C'était top. Merci Eric. À bientôt, Constant. Merci, Nathalie.